La famille est de retour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de Fast and Furious 9, le grand retour de la saga Fast and Furious, après l'écart de côté de Hobbs and Shaw, mais surtout, c'est le grand retour de Justin Lin à la réalisation. Justin Lin, c'est celui qui a fait les meilleurs Fast and Furious, c'est celui qui a fait le 6, mon préféré, c'est celui qui a fait le 5, mon deuxième préféré, et c'est celui qui a fait Tokyo Drift et le 4, qui sont pas parfaits, qui sont même pas forcément top du tout, mais en tout cas, Justin Lin, pour moi, c'est clairement celui qui sait le mieux filmer les Fast and Furious, de loin, de très très loin. Vous allez dire James Wan dans le set, le mec F. Gary Shaw, F. Gary Grant, je sais pas comment il s'appelle, le mec qui a fait le 8. Non, bon, James Wan c'est pas mal, mais ou même Rob Cohen dans le 1. Non, c'est Justin Lin, vraiment le master of the cars, quoi, le mec qui sait filmer ça. Et il est de retour. Et en plus, voilà, il va remanipuler un peu son univers parce que finalement, Justin, c'est lui qui a vraiment pris la saga, qui l'a amené ailleurs, au Japon au départ, avec Tokyo Drift, mais qui a même repris la saga pour en faire un peu autre chose, et c'est lui qui a donné le ton avec le 5 et le 6. Voilà, parce que le 4, il a tenté quelque chose, moi je trouve que c'était pas bien du tout, le côté un peu polar, beaucoup plus sérieux et premier degré, mais il y a quand même le côté reconstitution de la famille qu'il a amorcé dans le 4. Et bien c'est à partir du 5 et du 6 que la saga Fast and Furious a trouvé son rythme de croisière et a commencé à dérouler un espèce de délire un peu à la Mission Impossible. Et là, on est encore dans la continuité de ça. J'avais été très déçu par le 8 parce que justement, c'était dans la surenchère, mais la surenchère mal filmée, la surenchère avec des abus numériques pas forcément très intéressants, et à un moment où moi, voir un Fast and Furious qui est filmé de manière totalement plate et sans parti pris, sans intérêt, sans maestria, ça fait juste un film nul, parce qu'il faut être un peu sérieux, et en étant totalement dans la déconnade, mais on va pas voir un Fast and Furious pour le scénario. Et le 9 ne fait pas défaut, ne fait pas exception à cette règle. Donc pour rapidement résumer le film, on a Dominique Toretto qui va se retrouver à aller à la recherche d'un objet, comme d'hab, un MacGuffin, qui est perdu par Mister Unknown ou Mister Nobody, enfin, je sais plus c'est quoi le nom, je l'ai vu en VF, le film, et en 4DX, j'en parlerai un peu, mais voilà, donc le personnage joué par Kurt Russell, il s'est crashé en avion, il y a un objet important, Dominique et sa bande vont le récupérer, et là il tombe sur Jacob Toretto, son frère, et donc voilà, on va être à la poursuite qui subtilise l'objet, et qui en fait est un peu le méchant du film. Donc on va avoir Dominique et son frère qui vont s'opposer dans la quête pour ces espèces de sphères, pour créer une super arme super puissante. Voilà, on est vraiment dans le scénario prétexte, MacGuffin, avec le méchant, le gentil, les deux s'opposent, ils courent après la même chose, et ils se rencontrent à chaque fois, ça donne lieu à des scènes d'action, et au final il y a des trahisons, des renversements de situation. Il y a quand même un truc que j'ai plutôt apprécié, c'est l'inclusion donc de ce frère dans l'histoire. Je vais pas spoiler le film particulièrement, mais bon, c'est pas un film où il y a des grandes choses à spoiler, quasiment tout est dans la bande-annonce. Mais en tout cas, ils prennent le temps de bâtir une raison à ce frère d'exister. Ils font même des flashbacks avec des personnages, avec les d'autres acteurs qui jouent l'équivalent de Vin Diesel et l'équivalent du mec qui joue Jacob, John Cena. Voilà, donc il y a d'autres acteurs qui les jouent plus jeunes, et ça construit quelque chose. Et j'ai trouvé ça plutôt bienvenu, parce que la saga Fast and Furious reste quand même une saga où on y va pour les scènes d'action, mais on apprécie les personnages, et d'avoir cette construction dramatique qui est prise au sérieux, qui est pas juste balancée comme ça, sur au moins les deux frères, et c'est pas mal. Voilà, c'est déjà quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose où on sent que ils peuvent déconner sur plein de trucs, et on va en parler. Mais sur les persos, ils essayent de garder un peu d'humanité et de sérieux pour rendre la chose un minimum touchant, même si, évidemment, ils sont conscients un peu de l'absurdité de ce qu'ils proposent. Notamment sur les gens qui meurent et qui reviennent, parce que dans ce film, on l'a vu dans la bande-annonce, il y a Anne qui revient, et il y a aussi l'acteur de Tokyo Drift, l'acteur principal. C'est vraiment la grande réunion. Là, t'as tout le monde qui est là dans le film, vraiment. Il y a juste Gal Gadot qui est pas là parce que elle est morte, mais on sait jamais, elle va peut-être revenir un de ces quatre, qui est là dans un flashback, c'est plutôt sympa. Donc voilà, on est dans la grande réunion, et on sent que finalement c'est Justin Lin qui revient, donc il ramène tout le monde, quoi. Justin Lin, c'est quand même celui qui aussi a créé Anne, et c'est bien qu'il la redconne une fois à partir du 5, où il le fait venir dans le 5, mais en fait on découvre après que dans le 5 c'était un préquel au 3, et là il redconne de nouveau, où il donne une raison à Anne de revenir. Enfin, c'est génial. Voilà. Bon,
je disais que le vrai point positif d'un film de Justin Lin, c'est que pour moi, c'est celui qui shoot le mieux. Vraiment, il n'y a pas photo. Il maîtrise vraiment sa mise en scène, il maîtrise les poursuites en bagnole, plus que les combats, mais quand même, c'est un gars qui a une vraie notion de montage, de faire durer les plans juste ce qu'il faut, de découpage, et ça, je l'ai remarqué assez vite dans le film. Il y a notamment une séquence dès le début où il y a une fusillade, c'est avant qu'il y ait toute poursuite, et on va suivre Tyrese, donc le perso qui est un peu le comic relief avec Ludacris dans le film, et il y a un plan où il est là, on le suit, il monte des escaliers, il est caché derrière l'escalier, il sort de l'escalier, il bute un gars, il se planque derrière un mur, et après il se fait plaquer au sol, il tombe dans une espèce de baraque plus bas. Et tout ça est filmé en un seul plan, mais c'est pas genre plan séquence tape à l'œil, c'est juste que, en effet, d'un coup, il y avait un gars derrière la caméra qui avait un sens du rythme, un sens du cadre, un sens des mouvements, et qui te compose des plans qui sont lisibles, qui durent assez longtemps pour que tu apprécies ce qui se passe, et que t'es en immersion avec l'action. Et mine de rien, ça change tout en fait. Ça change tout parce que si vous me faites des séquences hallucinantes, mais où en termes d'action, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas d'élégance, et il y a juste du numérique en pagaille, aujourd'hui on est tellement abreuvé de blockbusters qui se ressemblent tous que on en a vite rien à foutre. Et en fait, moi, personnellement, il m'en faut peu pour m'impliquer. Il me faut juste un peu de parti pris de mise en scène, un peu d'élégance dans la manière de filmer. Comme dirait Merege, et là, c'est bien shooté. Et franchement, c'est bien shooté. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de moments où les actions qui pourraient être un peu lambda, elles te marquent la rétine parce que elles ont de la gueule. Un mec qui se fait expulser d'une bagnole ou d'une moto pour se finir sur un arbre, c'est bien filmé. C'est filmé où t'as la moto qui part, le mec qui se prend l'arbre et tu t'arrêtes un tout petit peu sur le corps après. Voilà, c'est des petits détails, c'est du timing. C'est vraiment une histoire de timing. C'est de faire durer les plans un peu plus longtemps que dans les autres films où ça cut de manière un peu trop saccadée. Et finalement, toutes les scènes d'action du film font plaisir. Voilà, elles font plaisir parce que, oui, elles sont grotesques, il se passe des choses improbables, ils vont très très loin, voilà, j'ai envie de... Bon, j'ai pas envie de spoiler le film, mais vous vous doutez, ils vont très très loin, mais la manière dont c'est mis en scène, ça reste du très très beau level. Et moi, j'aime beaucoup le 6 par exemple, parce qu'ils font une scène improbable avec un tank et tout ça, mais les moments payants de cette course-poursuite, ils sont super bien mis en scène. Et là, c'est pareil. Donc franchement... Point ultra positif, je vais voir un Fast and Furious pour m'en prendre plein la gueule, pour me marrer avec des scènes d'action improbables, mais quand même qui sont bien mises en scène. Et là, ça change tout. Après, bon, pour l'histoire, pour les persos, c'est très prétexte. J'ai vu le film en VF, donc moi j'ai un certain désamour de la VF, et la saga Fast and Furious, je la connais en VO, donc ça m'a un peu... Je suis passé à côté des moments qui auraient peut-être un peu mieux marché sur moi. Les joutes verbales entre Tyrese et Tej, ou Tej, normalement ça marche un peu mieux. Là, j'avoue qu'en VF, j'ai pas réussi à adhérer aux voix et aux personnages. Mais bon, ça m'a pas gâché le film pour autant. Le film a certes un ventre mou au milieu, mais je connais la structure des Fast and Furious. Pour info, j'avais fait tous les Fast and Furious en rétro-critique à une époque lointaine, là, il y a 3 ou 4 ans. Il y a 4 ans même. Donc, c'est une saga que je maîtrise, je connais leur mythologie, je connais leurs habitudes, voilà, enfin, je connais cette saga, je les ai un peu étudiées, si le terme est acceptable, et donc ce film-là ne déroge pas à la règle, ou en tout cas ne change pas vraiment de la formule qu'ils ont réussi à créer et à instaurer à partir du 6 surtout. Parce que ça ressemble beaucoup au 6 avec deux équipes qui sont rivales et qui vont de pays en pays pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais ça fonctionne, on fait revenir des persos, il y a des séquences qui sont quand même plutôt drôles, notamment toute une séquence qui se passe dans un endroit à Cologne où il crée une espèce de voiture fusée. Voilà, ça fonctionne bien. Et donc, c'est toujours aussi ridicule quand tu le regardes avec un petit regard de biais où tu te dis c'est grotesque, tous les discours sur la famille, ces espèces d'ultra solennité, enfin c'est très solennel, alors que franchement on est par moments dans le grand n'importe quoi. Mais c'est ce mélange qui fait plaisir en fait dans les Fast and Furious actuels. C'est cette espèce de lâcher prise sur la logique, par exemple, cette espèce de truc débilos où ils vont se battre avec des aimants. Donc ils utilisent des aimants mais qui ont une logique improbable, c'est-à-dire que les aimants attirent derrière, ils sont au milieu d'une voiture mais la voiture n'est pas attirée par l'aimant qu'elle allume, mais tout ce qui est derrière la voiture va être attiré, ils peuvent le lâcher à tout moment, enfin c'est un peu au petit bonheur la chance, c'est un peu comme ça les arrange, mais on s'en fout,
On s'en fout, voilà, on n'est pas dans un film, on sait depuis très longtemps que Fast and Furious s'amuse avec la physique, s'amuse avec la logique, avec la cohérence, tu vas pas chercher ça. Donc si tu vas avec un œil à te dire je vais essayer de regarder tous les trucs qui fonctionnent pas réellement dans Fast and Furious, bah tu vas forcément passer un instant étrange, quoi. Tu vas passer un film à essayer de résoudre des questions qui n'ont pas lieu d'être. Je veux dire, il y a une séquence dans le film où à un moment ils veulent donner son instant de bravoure à Dominique Toretto, donc à Vin Diesel, et c'est improbable. C'est improbable, c'est-à-dire que là, on est au-delà du super-héros, on est entre le Batman Dark Knight Rises, parce qu'il pète des dos, là, comme Bane, dans un décor qui ressemble, d'ailleurs, et à un moment, il se fait taper dessus par, je sais pas, par 10 gars en même temps, il s'en sort, il les bute tous un par un, il leur fait tomber un toit sur la gueule en tirant sur des chaînes, enfin, voilà, on est face à un truc, voilà, le mec, c'est clairement, ils assument le délire de Dominique Toretto, c'est un dieu, quoi. Et ils l'assument, ils vont à fond dedans, donc c'est sûr qu'il faut pas avoir... Je pense que tu peux avoir une méfiance ou une défiance ou un truc qui te plaît pas vis-à-vis de ça, mais si t'acceptes le délire et juste tu plonges dans la jouissance pure que ce cinéma peut te procurer, eh ben tu vas passer un très bon moment, peut-être un peu long par moment, mais un moment généreux, voilà, c'est généreux. On a vu les images, hein, bon, nous, on serait avec le moment où ils font une espèce de grappin pour utiliser la voiture et passer de l'autre côté d'une rive. Eh ben c'est débile, mais ça fonctionne, encore une fois, parce que c'est bien filmé, parce que pour le coup c'est bien filmé, et que moi j'ai eu des vrais moments où ça fait plaisir d'avoir des grosses scènes d'action bien mises en scène au cinéma. Après, ce serait intéressant, encore une fois, je parle souvent de faire une vraie comparaison entre le 8 et celui-là, pour montrer à quel point certaines scènes fonctionnent pas, en fait, quand la mise en scène est pas bien réglée, et pas minutieuse, et n'a pas le tempo qu'il faut pour procurer des vrais instants en suspension dans des scènes d'action, des vrais moments de retenue, et hop, on lâche la pression par un bon plan qui va bien. Un exemple débile, mais il y a toute cette séquence au début, où t'as une voiture qui est sur un pont qui est en train de s'effondrer, donc vous voyez très bien l'image, et mine de rien, ils font tout ce qu'il faut pour que la séquence fonctionne. Tu vois parfaitement, en termes de lisibilité, la voiture qui est en train de remonter ce pont qui est en train de s'effondrer, et après t'as ce fameux plan qui te permet d'avoir ce petit moment de hop, où t'as l'arrivée du pont, hop, plus de bruit, la voiture qui surgit, la musique qui redémarre, le bruit, voilà, c'est des choses de mise en scène qui sont certes pas novatrices, mais qui fonctionnent très très bien, qui permettent à chaque fois d'utiliser les outils et les effets à bon escient, et de te créer une expérience qui est intense, quoi. C'est intense, c'est clairement de l'action généreuse et intense, et moi, c'est pour ça que j'ai payé ma petite place. Bon, comme je le disais, je l'ai payé en 4DX, ma petite place, et le 4DX, pour un film comme Fast and Furious 9, c'est plutôt à propos, c'est-à-dire que là, tu vis le truc en étant baladé sur ton siège, en t'en prenant plein la tronche. Je m'attendais un peu plus même, mais franchement, c'était quand même cool de jouer, d'associer ce délire parc d'attractions avec le film, quoi. Parce qu'en effet, on est dans le blockbuster qui, à mon avis, s'y prête le plus, quoi. Parce que le film se prend pas au sérieux du tout. Et donc, d'aller dans une salle de cinéma qui ne se prend pas réellement au sérieux non plus, vu qu'on est dans un délire d'attraction, c'est plutôt à propos. Même si les gens ont de la retenue pour les 4DX, parce que c'est pas le réalisateur du film qui a conçu le machin. Bon, moi je trouve que honnêtement, pour un film comme ça vaut le coup. Si vous voulez essayer l'outil, enfin en tout cas essayer l'attraction, n'hésitez pas avec Fast and Furious 9, ça vaut le coup. Voilà, j'ai privilégié le 4DX plutôt que la VO, parce que je me disais, autant jouer l'attraction pure et dure que le jeu d'acteur et les jeux de mots en anglais qui marcheront mieux. Voilà, après, bon, je veux pas dire que le film est parfait, mais en tout cas, il m'a procuré tout ce que je voulais d'un Fast and Furious, il se place peut-être dans le top 3 de mes Fast and Furious préférés, parce qu'il y a ce qu'il faut, et rien que de savoir qu'en plus il y a le personnage de... Ah là là, Brian, hein, donc le personnage évidemment de Paul Walker, qui est babysitter pendant tout le film, et ça, moi, ça m'a quand même bien plu. Donc, non, mais on a un peu le rapport au MCU, mais ça a été amorcé avant, hein, avec ces personnages qui reviennent, qui se croisent, qu'on met dans des intrigues parallèles avec Hobbs and Shaw. Mais voilà, Hobbs and Shaw, il y avait tout pour me faire rêver, et en fait, la mise en scène était défaillante, encore une fois, parce qu'il y a un moment où les gars, s'ils savent pas filmer les choses, ça fonctionne pas. Et donc, vraiment... Je m'y engage, vous savez quoi, je m'y engage. Quand j'aurai accès à toutes les images de Fast and Furious 9, je ferai une petite vidéo pour comparer les scènes d'action de Fast and Furious 9 et par exemple de Hobbs and Shaw. Et j'essaierai de démontrer par A plus B pourquoi dans l'un ça marche parce que c'est bien mis en scène, et pourquoi dans l'autre, Hobbs and Shaw, ça ne marche pas parce que c'est
pas bien mise en scène. Voilà. Donc dans 4 mois, 4-5 mois, vous aurez peut-être une vidéo. Non, vous aurez pas peut-être, je m'y engage. Vous aurez une vidéo sur pourquoi FF9. C'est vrai que Fast and Furious, c'est aussi le FF. Pourquoi FF9, non pas le jeu avec Jidan qui a une petite queue de singe, mais le film avec Vin Diesel, est mieux mis en scène que Hobbs & Shaw. Ça, je m'y engage, voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette critique. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire sur ce film, à part, en effet, que c'est la foire à la saucisse en termes de scénario. Hein. Mais franchement, je viens pas voir ça pour juger ça, je m'en fous. Je m'en fous du scénar dans un film comme ça. C'est triste à dire, mais il y a un moment où on est au 9e épisode, à partir du 5, je sais à quoi c'est tenir. Enfin, juste pour vous dire, le 5, c'est quand même un film qui passe 80% de son film à préparer un braquage qu'ils ne font pas. Donc je veux dire, en termes de scénario, footage de... Et c'est souvent considéré comme le meilleur film, le 5. Parce que, il procure plein de... C'est un gros délire. Et là, c'est ça. Je veux dire, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, vraiment, de la cohérence. On s'en bat les couilles des facilités. Enfin, moi, je m'en fous. Ils font mumuse et il faut s'amuser avec eux, quoi. Et il faut accepter de kiffer quand t'as toute la famille qui boit des Corona. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, j'ai plutôt bien aimé le fait qu'ils font pas du de-aging sur le Dominique Toretto jeune, qui essaie de trouver un vrai... qui creuse un peu le perso et qui lui offre finalement un truc qu'ils avaient jamais exploité précédemment, donc le rapport au père et tout ça. J'ai trouvé ça plutôt à propos. Et la première séquence, encore une fois, Justin Lin en mise en scène, il m'a fait plaisir parce que c'est quand même un gars qui donne un vrai sentiment de pratique à ces scènes d'action, et notamment là, il y a une course de NASCAR, tu la vis, tu la sens, il y a pas mal de caméras subjectives, c'est des petits plans comme ça qui m'ont fait kiffer, quoi. Par exemple, dans la séquence du pont, j'y reviens, mais il y a, avant d'avoir ce plan de sauter le pont, justement, il y a un petit plan où tu as la caméra qui est là, elle filme, t'es un peu en mode POV du gars qui conduit la voiture qui est sur le pont, et t'as un petit plan sur la main qui va activer un truc sur le levier de vitesse, la caméra elle remonte sur le devant et la voiture accélère, tu vois. Et d'un coup, il y a une forme d'immersion qui se crée naturellement parce que les plans sont bien choisis, sont placés au bon moment et durent assez longtemps. Et ça s'appelle être un bon metteur en scène, voilà. Donc pour les scènes de combat, c'est pas forcément là où il maîtrise le mieux les tatanes, mais les bagnoles, franchement, Justin, il gère le bout, quoi. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette critique jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez pensé de Fast and Furious 9. Mettez-moi tous les griefs que vous avez contre ce film. C'est un gros nanar, c'est de la grosse merde, voilà, des vertes et des pas mûres, jetez-lui des tomates. Moi, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé. Voilà, le film est conscient, totalement conscient de lui-même. Il fait que se commenter tout le film. Chaque séquence de dialogue, c'est pour s'auto-parodier. Les séquences où il dit « Ah, on est des super-héros !» Bah oui, parce que c'est le procès qu'on leur fait. Les séquences où ils expliquent que c'est quasiment improbable leur vie et qu'ils font que des trucs de mission impossible tout le temps, ils le disent. Enfin voilà, ils s'auto-commentent, ils s'auto-parodient en restant sérieux. À un moment, tu peux pas leur tomber dessus pour ça. Enfin, je veux dire, tous les problèmes qu'on va leur dire, ils en sont conscients. Que les trucs de physique ont aucun sens, ils le disent dans le film. Tous les trucs avec « Ah, mais les maths, machin, c'est important. Ouais, la physique, machin. Mais non, la physique, on s'en bat les couilles. » Voilà. Bon, ils en sont conscients. Donc, qu'est-ce que ça sert de critiquer le film là-dessus ? Franchement. J'ai beaucoup trop parlé. Je vous laisse. Bisous, à la prochaine. Et d'ici là, bonne toile.